Alors ça y est? C'est la fin? On dirait. Tu crois qu'il y a quelque chose après? Va savoir. Franchement, je n'y crois pas. On verra bien. On n'était pas si mal ici. Ce n'était pas le paradis, mais bon, ce n'était pas l'enfer non plus. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Ça y est! Je crois que j'aperçois quelque chose. Moi aussi! On dirait un tunnel. Avec une lumière aveuglante au bout. Jusque-là, ça ressemble à ce qu'on nous avait dit. Je sais pas si c'est bon signe. C'est plutôt étroit. On ne va jamais pouvoir passer à deux. Vas-y la première, je te couvre. Courageuse, mais pas téméraire. Mais de toute façon, on peut pas rester ici alors. Oui, en plus je sens qu'on ne va pas tarder à être expulsés. Ok, j'y vais. Alors, raconte! Attends, je suis coincée. Ça y est, je vois la sortie. Alors? Tu vas jamais me croire. Quoi? On dirait une chambre d'hôpital. On ne serait pas vraiment mort alors? C'est pire que ça. Comment pire? Ça n'est pas vraiment une chambre d'hôpital. Mais c'est quoi alors? Il y a un abruti qui me regarde sortir. Avec un sourire idiot. Oh putain, on est dans une maternité. Oh non! Ça ne va pas recommencer! Ça me donne envie de pleurer. Ouah, 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 ouah. D'autres ont plus de chance. Il est pourtant des lieux éloignés de la mer, où le vent du soir, parfois, apporte une odeur d'algues. Il y parle de plages humides, toutes sonores du cri des mouettes, ou de grèves dorées dans des soirs sans limite. Mais le vent s'épuise bien avant d'arriver ici. Plus jamais je n'aurai ce qui m'est dû. Quand même je collerai mon oreille contre terre, je n'entendrai pas le choc des vagues ou la respiration mesurée de la mer heureuse. Je suis trop loin de ce que j'aime, et ma distance est sans remède. Oh, je le hais. Je le hais pour avoir obtenu ce qu'il voulait. Moi j'ai pour patrie ce lieu clos et épais où le ciel est sans horizon, pour ma faim l'aigre prunier de ce pays, et rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu. Voilà le prix qu'il faut payer pour la tendresse d'une mère. Mais qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimée, que les portes se referment autour de moi, qu'elle me laisse à ma juste colère. Car avant de mourir, je ne lèverai pas les yeux pour implorer le ciel. Là-bas où l'on peut fuir, se délivrer, presser son corps contre un autre, rouler dans la vague. Dans ce pays défendu par la mer, les dieux n'abordent pas. Mais ici, où le regard s'arrête de tous côtés, toute la terre est dessinée pour que le visage se lève et que le regard supplie. Je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Mais moi qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je ne m'agenouillerai pas. Et privée de ma place sur terre, rejetée par ma mère, seule au milieu de mes crimes, je quitterai ce monde sans être réconciliée. Ma scène horrible, je dois la jouer seule. Viens, fille.
Et si la drogue ne produisait rien, serais-je alors mariée demain matin? Non. Non. Voilà qui l'empêchera. Toi, reste là. Et si c'était un poison que le frère m'aurait donné par tromperie pour m'avoir morte, craignant par ce mariage être déshonorée parce qu'il m'a mariée avant à Roméo? Je le crains. Et pourtant, ça ne peut pas être. Il me semble, il a toujours été connu comme un saint homme. Et si lorsque je serai plongée dans le tombeau, je m'éveillais avant le temps où Roméo viendra me délivrer? C'est une horrible idée. Ne vais-je pas être étouffée dedans la tombe dont la hideuse bouche ne respire jamais d'air sain, et là mourir suffoquée avant que vienne mon Roméo? Ou si je vis, n'est-il pas bien possible que l'horrible pensée de la mort et de la nuit tout ensemble, avec l'épouvante du lieu, un caveau, un réceptacle où depuis des centaines d'années les os des ancêtres ensevelis sont entassés, où Tybalt ensanglanté encore tout frais à la terre se tient pourrissant dans son suaire, ou à ce que l'on dit, à certaines heures de la nuit reviennent les esprits. Moi, docteur, je ne ressens aucun poids. Mais je sens qu'on frappe. Et j'entends une petite voix qui me demande de sortir. Il m'a hospitalisée d'urgence. Oui, parce qu'au toucher, il avait senti une grosseur. Quelque chose de précis, pas une obsession. Villa les Roses. 2 jours après, j'entrais en salle d'opération. Ma petite sœur. Une créature de 10, au maximum 12 centimètres. Non, pas un cas rare, mais un cas unique. Ma jumelle monozygote. C'est comme ça qu'on dit. Qui, par une farce de la nature, comment expliquer, était restée encastrée durant la conception, enfermée pendant que je suis née. Elle aussi, elle est née en même temps, mais dedans, vous comprenez? Après l'intervention, une infirmière m'a dit que nous nous ressemblions comme 2 gouttes d'eau. Sauf que moi, j'étais son agrandissement. Y a quelqu'un? C'est moi! C'est Clara! Clara? Cette garce qui vient me narguer jusqu'ici? Non, y a personne! Ah, c'est toi, Adèle! Qui veux-tu que ce soit d'autre? Voilà, j'arrive. Eh bien, ma chérie, mais que faisais-tu donc? Je ne te dérange pas, au moins. Du tout. Tu n'étais pas seule? J'entendais parler. Je ne suis jamais seule, Clara. Je vis en permanence avec mes tracas. C'est à eux que je parlais sans doute. Je ne m'en rends même plus compte. Oh, ma pauvre chérie. Ah, de nos jours, la condition d'agricultrice est bien rude, n'est-ce pas? Et encore, au Moyen-Âge, c'était pire. Rares étaient les paysans qui dépassaient les 35 ans. La preuve,
Aucun n'a survécu jusqu'à nous. N'empêche que Louis et toi méritez un peu de repos de temps en temps. Oh, t'inquiète pas pour lui, il se repose. Et pour de bon. Que dis-tu? Rien. Je disais justement que Louis me propose de faire le pont. Excellente idée. Qu'attendez-vous donc? Prenez un week-end en exil. Partez vous oxygéner en ville. Baignez-vous dans la foule. Loin des vaches et loin des poules. C'est cela, oui. Surtout loin des poules. Voilà qui nous ferait du bien. Je venais voir Louis. Il m'avait promis de passer chez moi ce matin Il et... devait passer chez toi? Figure-toi que j'ai des fuites. C'est très embêtant. Mais mon mari n'est pas docteur. Que peut-il bien faire à tes fuites? Pardon? Oh, mais non! Non, mais est-ce que tu es bête? Il ne s'agit pas de moi, bien sûr, mais de ma salle de bain. Mais il y a des plombiers pour ça. Évidemment, mais impossible d'en trouver un sous 15 jours. C'est pour ça que Louis m'a gentiment proposé de passer bricoler une petite réparation. Tu comprends? Excuse-moi, ma chérie. Tu sais que je ne suis pas du genre à m'incruster chez les gens. Je n'ai pas non plus pour réputation d'être une profiteuse. Pourtant, si tu me feras boire, je pense que j'accepterai volontiers. Ma foi. Pourquoi pas? Ah, merci. Ah, il n'est que 11 heures et le soleil tape déjà fort et cette marche jusqu'ici m'a totalement déshydratée. Oh, et puis cette route qui n'en finit pas de monter. Oh, j'ai cru mourir. Hélas, ce n'était qu'une impression. S'il est 11 heures, tu prendras bien un petit bouillon? Pardon? Un petit jus de citron? Volontiers. Va donc au salon, je te l'apporte tout de suite. Ah, je te remercie, ma chérie. Voilà, j'arrive. Vous voulez que je vous dise, mon père? Écoutez-moi bien, parce que je ne veux pas de malentendus. J'ai compris une chose, moi. L'amour, c'est le désordre. La vie, la liberté, l'imagination, c'est le désordre par rapport à l'ordre que vous voulez nous imposer. Vous, mon père, faites l'amour pour l'amour, sans superstructure, fiançailles, dot. Je te présente mes parents. Faites l'amour pour l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique, je vous dis. Essayez donc d'abord. Moi, mon père, je fais l'amour avec un garçon dont je ne me rappelle même plus le nom. Mais je me rappelle ses yeux, son nez, sa bouche et ses mains. Je me rappelle de ce qu'elle me disait quand nous faisions l'amour. Ah, mon Dieu, Sainte Vierge, comme je suis bien. Il me semble d'être au paradis. Il était un croyant. Je suis perdue. Et si je vous disais, moi, que je me sens retrouvée, libérée, je me sens très bien comme ça.
Naturellement, c'est moi qu'on largue la première. Il préfère April. Ça crève les yeux. C'est de ma faute aussi. J'en ai pas sorti une de la journée. Et quand je repense à ce que j'ai dit sur le musée Guggenheim, et cette petite blague idiote sur les patineurs, je devrais jamais raconter d'histoires drôles. Maman et Anna les racontent très bien, mais moi, je me plante tout le temps. Où April a-t-elle bien pu aller chercher ses réflexions sur Adolphus? Et des expressions comme la forme organique. Naturellement, elle a été en fac à Brandeis. Mais elle connaît comme Quick. Et cette façon qu'elle a de l'appeler David. Oh oui, David. Vous avez raison, David. Quelle proportion harmonieuse, David. Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais déjà compris que le rôle auquel j'étais vouée, me taire et obéir, me permettrait au moins d'observer et de réfléchir. Non pas ce que les gens me disaient, qui naturellement était sans intérêt, mais ce qu'ils tentaient de me cacher. Je m'exerçais à paraître détachée. J'appris à sourire agréablement, tandis que sous la table, je me piquais la main avec une fourchette. Je devins non pas seulement impénétrable, mais une virtuose de la tromperie. N'ayant à moi que ma pensée, je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me surprendre malgré moi. Heureusement, j'avais moins envie de jouir que de savoir. Savez-vous comment je m'y pris? N'ayant qu'un homme à qui parler, j'avais 15 ans, j'étais surveillée de près par une mère soupçonneuse. J'avouai donc à tout hasard à cet homme, mon confesseur, que j'avais fait tout ce que font les femmes. À l'épouvante du bon père, je conclus à l'intensité du plaisir, et l'envie me vint d'y goûter. Sur ce, ma mère m'annonça mon mariage. J'arrivai vierge dans le lit de Monsieur de Merteuil. Cette première nuit fut pour moi qu'une occasion d'expérience. J'observai tout, exactement. Petite douleur et plaisir. Et cela m'instruisit. Non, je n'eus pas à me plaindre de Merteuil. Et à l'instant même où j'ai commencé à le trouver ennuyeux, il eut l'extrême délicatesse de mourir, ce qui allait me donner l'occasion de perfectionner mes talents. Que n'ai-je souffert? Dans la rue, ils se poussaient du coude et murmuraient entre eux. Et moi, je savais ce qu'ils se disaient. La putain! Et c'est ainsi que j'ai vécu et souffert. Oh, plus souffert que certains martyrs dont ils ornent de buis les images et qu'ils honorent de leurs prières. Mais je savais que j'étais restée pure. Et cette consolation, intime et profonde, lavait mon âme de toutes ces offenses. Tu as toute ta vie devant toi. Nos discussions étaient bien oiseuses, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller. Oh, je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps, un petit crayon maigre et pâle, comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts sans le savoir. Mais ferme tes mains. Ferme tes mains vite.
Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple que l'on grignote assis au soleil. La vie, ce n'est tout de même peut-être que le bonheur. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime en Aimon dur et jeune. En Aimon exigeante et fidèle. Comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il ne sache pourquoi, s'il doit devenir à mes côtés le monsieur Aimon, et s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer, avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Tiens, le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec cette vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout de suite. Et que ça soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter des restes si je l'étais bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que ça soit aussi beau que quand j'étais petite. Faut mourir. Allez, commence, comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la petite chance d'espoir vivante, la moindre petite chance d'espoir étranglée. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils rencontrent votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi! Si tu te voyais crier en ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il était bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père et que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu un sourire et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur, c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez tous des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, tu veux te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement. Et va Tais-toi enfin, mon Dieu! Allons vite, cuisinier. Appelle tes gardes. L'horloge ne va donc pas s'arrêter de sonner? Chacun de ces battements pousse les murs plus près de moi, jusqu'à ce qu'ils soient aussi étroits qu'un cercueil. Quand j'étais gamin,
J'ai lu une histoire comme ça. Les cheveux s'en dressaient sur ma tête. Oui, un gamin. Ça valait bien la peine de me nourrir si généreusement et de me tenir au chaud. Du travail pour le fossoyeur. Il me semble que je sens déjà un peu. Ah. Mon cher corps, je veux me boucher le nez et m'imaginer que tu es une jeune femme qui sue et pue après la danse. Et te dire des galanteries. Nous nous sommes déjà donné du bon temps ensemble. Demain, tu seras un violon caché. La mélodie en sera disparue. Demain, tu seras une bouteille vide. Le vin sera bu, mais il ne m'aura pas enivré. Non, j'irai au lit l'esprit clair. Heureux ceux qui peuvent encore se saouler. Demain, tu seras une culotte en loques. On te jettera à la garde-robe et les mythes te boufferont. Ah oui, tu pourras puer autant que tu voudras. Ah. Ça ne sert à rien de mourir. La mort singe la naissance. Au moment de mourir, nous sommes aussi nus et désarmés que les nouveau-nés. Mais oui, on nous donne le linceul comme l'ange. Dans la tombe, on pourra gémir aussi bien qu'au berceau. Hein? Camille. Camille. Elle dort. Un songe joue entre ses cils. Je ne veux pas essuyer de ses yeux la rosée d'or du sommeil. Je ne partirai pas seul. Merci, Julie. Mais j'aurais aimé mourir autrement. Sans aucune peine. Comme une étoile qui tombe. Comme un son qui s'éteint tout seul et se donne de ses propres lèvres le baiser de la mort. Comme un rayon de lumière qui s'enfonce dans la clarté des flots. Les étoiles, c'est comme des larmes qui brillent dans la nuit. Il a fallu un bien grand chagrin dans l'œil qui les a laissées couler. Un songe joue entre ses cils. Je ne veux pas essuyer de ses yeux la rosée d'or du sommeil. Oh. Je ne partirai pas seul. Hein? Merci, Julie. Ah, tu n'as pas voulu me laisser baiser ta bouche, Yokanel. Eh bien, je la baiserai maintenant. Je la mordrai avec mes dents, comme un mort en fruits mûrs. Et oui, je baiserai ta bouche, Yokanel. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Eh bien, je la baiserai maintenant. Mais pourquoi ne me regardes-tu pas? Tes yeux qui étaient si terribles, qui étaient si pleins de colère et de mépris, ils sont fermés maintenant. Pourquoi sont-ils fermés? Ouvre tes yeux, soulève tes paupières, Yokanel. Pourquoi ne me regardes-tu pas?
As-tu peur de moi, Yokana? Que tu ne veux pas me regarder? Et ta langue, qui était comme un serpent rouge dardant de poison, elle ne remue plus. Elle ne dit plus rien, cette vipère rouge qui a vomi son venin sur moi. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment se fait-il que la vipère rouge ne remue plus? Tu n'as pas voulu de moi. Tu m'as rejeté. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée. Moi, Salomé, fille des Rogers, princesse de Judée. Eh bien, Yokana, moi, je vis encore. Mais toi, tu es mort et ta tête m'appartient. Je ne vais pas m'amuser à me débrailler devant vous. Monsieur le directeur m'a expressément défendu de montrer mes seins. Même un seul. Non, ce que Madame Marguerite va vous apprendre est beaucoup moins compliqué, beaucoup plus primaire au niveau des enfants que vous êtes. Il y a 3 grands principes en biologie, ou plutôt, il y en a un grand début, un milieu de dimension variable et une grande fin. Le début, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes tous nés, un jour ou l'autre, sans qu'on vous demande si vous étiez volontaire. Vous êtes nés, à point c'est tout. Comment, pourquoi, là, forcément, il y a un truc. Vous ne le connaissez pas. Mais bien sûr, ça vous intéresse parce que c'est un truc dégueulasse. Voilà pour le principe de base. Le second principe de la biologie, c'est le milieu. Le milieu, c'est maintenant, c'est la vie. C'est papa, c'est maman. C'est Madame Marguerite. C'est l'école, l'examen d'entrée en 6e, les devoirs, les leçons, la discipline, enfin, tout ce qui contribue le bonheur d'un enfant. Le troisième principe, c'est le plus grave. C'est la fin de la biologie. Il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous annoncer une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir. Tous, sans exception. Madame Marguerite va vous l'écrire au tableau pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Tous tout le monde voit bien? Rire. Demain, comme nous avons cours de français, Madame Marguerite vous fera faire une rédaction. Chaque élève devra me décrire son propre enterrement, avec ses petits mots à lui, ses petites images. C'est justement pour développer votre imagination. Bravo! Tu auras un petit bon point à la sortie. Chaque élève devra me décrire un enterrement entièrement différent. Si j'en prends un qui copie sur l'enterrement de son voisin, c'est un 0 à tous les deux. Bien. Bonsoir, monsieur. Il est sorti. Le juge le laisse en liberté provisoire. Mais alors tout casse. Tu le vois bien. Les juges ont eu le toupet de le libérer. On bafoue la justice, on nous insulte. Si monsieur est libre, il voudra faire une enquête. Il fouillera la maison pour découvrir la coupable. Je me demande si tu saisis la gravité de la situation.
J'ai fait ce que j'ai pu, à nos risques et périls. Tu as bien travaillé. Mes compliments. Tes lettres, tes dénonciations, tout marche à merveille. Et si on reconnaît ton écriture, c'est parfait. J'en ai assez d'être l'araignée, le fourreau à parapluie, la religieuse sordide, sans Dieu, sans famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme hôtel. Je suis la pain bêche, la putride, à tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses. Madame n'arrive pas. Moi aussi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de mes mains, de mes bas noirs, de mes cheveux. Je ne t'en veux pas, ma petite sœur. Tes promenades, te soulager. Non, laisse! J'aimerais t'aider. J'aimerais te consoler. Mais je sais que je te dégoûte. Je te répugne. Je le sais parce que tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. C'est trop s'aimer. J'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie mon image comme une mauvaise odeur. Tu es ma mauvaise odeur. Eh ben, je suis prête. J'aurai ma couronne. Je pourrai me promener dans les appartements. Mais jamais. Passe-moi la serviette, passe-moi les épingles à linge, épluche les oignons, gratte les carottes. Fini, c'est fini. Ah, j'oubliais. Ferme le robinet. Fini. Je disposerai du monde. Ma petite sœur. Tu m'aideras. Et tu ne sauras pas quel geste faire. Les choses sont plus graves, Claire. Plus simples. Je serai soutenue par le bras solide du laitier. Et il ne flanchera pas. J'appuierai ma main gauche sur sa nuque. Tu m'aideras. Et s'il faut aller plus loin, Solange, si je dois partir pour le bagne, tu m'accompagneras. Tu monteras sur le bateau. Solange, à nous deux, nous serons ce couple éternel du criminel et de la sainte. Et nous serons sauvés, Solange. Je te le jure. Sauvés. Calme-toi. Calme-toi. Je vais te porter là-haut. Tu vas dormir. Laisse-moi. Fais de l'ombre. Fais un peu d'ombre, je t'en supplie. Repose-toi, ma petite sœur. Repose-toi. Ferme les yeux. Solange, j'ai honte. Chut, ne parle pas. Laisse-moi faire. Je vais t'endormir. Quand tu dormiras, je monterai là-haut dans la mansarde. Je te déshabillerai et te coucherai dans ton lit-cage. Dors. Je serai là. Solange. Mon ange. Solange, écoute. Dors. Du moment où ce que j'ai à dire ne peut être que le contre-pied de mon accusation, du moment où l'unique témoignage à ma décharge ne peut venir que de moi-même, il ne me servira guère de plaider non coupable. L'intégrité qui est en moi, étant tenue pour fausseté, sera reçue pour telle quand je l'exprimerai. Mais quoi qu'il en soit, si les puissances divines abaissent leur regard sur nos actions humaines, et elles le font,
Alors je ne doute pas que l'innocence ne fasse rougir une menteuse accusation et trembler la tyrannie devant la patience. Vous, monseigneur, savez mieux que personne, encore que vous vous donniez l'air de le savoir le moins, que ma vie passée a été aussi chaste, aussi loyale, aussi réservée que je suis aujourd'hui malheureuse. Car regardez-moi, compagne du lit royal, maîtresse de la moitié du trône, fille d'un très grand roi, mère d'un prince plein d'espérance, me voici là, à pérorer, à plaidailler pour ma vie et mon honneur, devant n'importe quel passant à qui il plaise d'entrer pour l'entendre. La vie, elle pèse pour moi ce que pèse un chagrin dont je me voudrais délivrer. Immobiles tous les deux, elle a fini par poser sa tête sur mon épaule et elle a dit « On va essayer de pas faire dans le pathétique, tu veux ?» Il y a ceux que le malheur effondre. Il y a ceux qui en deviennent tout rêveurs. Il y a ceux qui parlent de tout, de rien, pas même du mort, des petits propos domestiques. Il y a ceux qui se suicideront après. Et ça ne se voit pas sur leur visage. Il y a ceux qui pleurent beaucoup et cicatrisent vite. Il y a ceux qui se noient dans les larmes qu'ils versent. Il y a ceux qui sont contents, débarrassés de quelqu'un. Il y a ceux qui n'arrivent plus à voir le mort. Ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Le mort a emporté son image. Il y a ceux qui voient le mort partout. Ils voudraient l'effacer, brûlent ses photos, vendent ses nippes, déménagent, rebelotent avec un vivant. Rien à faire. Le mort est toujours là, dans le rétroviseur. Il y a ceux qui pique-niquent au cimetière, et ceux qui le contournent parce qu'ils ont une tombe creusée dans la tête. Il y a ceux qui ne mangent plus, il y a ceux qui boivent. Il y a ceux qui se demandent si leur chagrin est authentique ou fabriqué. Il y a ceux qui se tuent au travail, ceux qui prennent enfin des vacances. Il y a ceux qui trouvent la mort scandaleuse, et d'autres qui la trouvent naturelle, avec un âge pour, des circonstances qui font que c'est la guerre, c'est la maladie, la moto, la bagnole, c'est l'époque, le destin, la vie. Il y a ceux qui pensent que la mort, c'est la vie. Et il y a ceux qui font n'importe quoi, qui se mettent à courir par exemple. Prenez un Malocène, faites-lui mal, il court Malocène et on ne voit pas qui pourrait courir plus vite, faire ainsi tourner la terre sous ses pieds. Si ce n'est un autre Malocène peut-être, un autre malheur en mouvement. Et tout compte fait, ils doivent être nombreux ces coureurs affligés si on en juge par la rotation de la terre. Cours Malocène, la terre est ronde, il n'y a pas de réponse, il n'y a que des êtres, et la seule réponse s'appelle Julie. Julie à l'hôpital, Julie le ventre vide, Julie à ramener à la maison. Et depuis quand a-t-on besoin de réponse quand on court vers Julie? Celui qui court vers la femme qu'il aime, celui qui court vers la belle amour, celui-là aussi peut tourner le monde. L'amour, l'amour, tu nous paupères avec ton amour! A gueulé Julie. Au malheur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste ciel! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! On m'a assassiné! Qui peut-ce être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Rends-moi
Rends-moi mon argent, coquin! Oh. C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Tout est fini. Et je n'ai plus que faire au monde. Ça y est. Ça y est, je n'en puis plus. Je me meurs. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui l'a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. Oui, à servante, à valet, à fils, à fille. Et à moi aussi. Je voudrais voir ton sang, ta cervelle sur un billot. Je voudrais voir ton sexe tout entier nager dans une mer de sang comme cet animal-ci. Je crois que je pourrais boire dans ton crâne. Je voudrais baigner mes pieds dans ta cage thoracique. Et je pourrais te manger le cœur tout rôti. Tu crois que je suis faible? Tu crois que je t'aime parce que le fruit de mes entrailles avait envie de ta semence? Tu crois que je veux porter ta progéniture sous mon cœur, la nourrir de mon sang, mettre au monde ton enfant et porter ton nom? Voyons, comment t'appelles-tu déjà? Bonsoir. Ne vous étonnez pas si je lève souvent les sourcils. Ce n'est pas un tic. Ou plutôt si, c'en est un. Très jeune, je m'épilais déjà les sourcils et je les levais comme ça, vers le haut, comme le font certaines artistes qui les lèvent aussi vers le haut. Je m'étais rendu compte que chaque fois qu'elle les levait, c'était dans des scènes d'amour. Et juste après le coup du sourcil, il y avait le coup du baiser. J'étais très naïve. J'ai continué à m'épiler les sourcils et à les lever de plus en plus haut. J'ai même ajouté un trait de crayon. Plus ma vie se déglinguait, plus je m'épilais, plus je les levais. C'est mon fils qui fait du théâtre qui m'a dit « Mais maman, arrête avec tes sourcils. » J'ai presque arrêté. Mais quand on a levé ses sourcils si haut, si longtemps, c'est difficile de ne plus les lever du tout. Donc, voici venir l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison, ensevelis dans le sein profond de l'océan. Donc, voici nos tempes saintes de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées pendues en trophées, nos alarmes sinistres changées en gai réunions, nos marches terribles en délicieuses mesures. La guerre, ô hideux visage, a déridé son front. Et désormais, au lieu de monter des coursiers carapassonnés pour effrayer les âmes des ennemis tremblants, elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme, sous le charme lascif du luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux, moi qui suis rudement taillé et qui n'ai pas la majesté de l'amour pour me pavaner devant une nymphe aux coquettes allures,
Moi, en qui est tronquée toute noble proportion. Moi, que la nature décevante a frustré de ses attraits. Moi, qu'elle a envoyé avant le temps dans le monde des vivants, difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini. Tellement estropié et contrefait que les chiens aboient dès que je m'arrête près d'eux. Eh bien, moi, dans cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de décrire ma propre difformité. J'ai, par des inductions dangereuses, par des calomnies, par des prophéties, par des rêves d'hommes ivres, fait le complot de créer entre mon frère Clarence et le roi une haine mortelle. Et pour peu que le roi Édouard soit aussi honnête et aussi loyal que je suis subtil, fourbe et traître, Clarence sera enfermé étroitement aujourd'hui même, en raison d'une prédiction qui dit que G sera le meurtrier des héritiers d'Édouard. Plongez-vous, pensez au fond de mon âme. Voici Clarence qui vient. Déposez votre honorable fardeau. Si toutefois l'honneur peut être enseveli dans un cercueil. Laissez-moi me répandre en lamentations funèbres sur la chute prématurée du vertueux Lancastre. Pauvre image glacée d'un saint roi, pâle cendre de la maison de Lancastre, restes ensanglantés de ce sang royal, qu'il me soit permis de supplier ton ombre d'entendre les cris de la pauvre Anne, la femme de ton Édouard, de ton fils, assassiné, poignardé par la même main qui t'a fait ces blessures. Tiens, à ces fenêtres d'où ta vie s'échappe, je verse le baume inefficace de mes pauvres yeux. Oh, maudite soit la main qui t'a fait ces trous, maudit le cœur qui a eu ce cœur-là, maudit le sang qui a fait couler ce sang. Puisse sur l'odieux misérable qui nous rend misérables par ta mort tomber des calamités plus terribles que je n'en puis souhaiter aux serpents, aux araignées, aux crapauds, à tous les reptiles venimeux qui vivent. Arrêtez! Vous qui portez ce corps et posez-le à terre. Quel noir magicien évoque ici ce démon pour empêcher les actes charitables du dévouement? Veuillez permettre, perfection divine de la femme, que je me justifie à loisir de ces crimes supposés. Veuille toi-même, affection gangrénée de l'homme, permettre que pour ces crimes reconnus, je maudisse à loisir ta maudite personne. Oh, mais par un pareil désespoir, je m'accuserai moi-même. Non, par ce désespoir, tu t'excuserais. En vengeant dignement sur toi-même, tant d'autres indignement assassinés par toi. Et si je ne les avais pas assassinés? Eh bien, ils ne seraient pas morts, mais ils le sont. Et par toi, diabolique scélérat. Je n'ai pas tué votre mari. Il est donc vivant? Non, il est mort, tué de la main d'Édouard. Par la gorge de ton âme, tu mens. La reine Marguerite a vu ton couperet meurtrier.
encore tout fumant de son sang. Et tu le retournais contre elle-même, quand tes frères ont repoussé la pointe. J'étais provoqué par son langage calomnieux, qui rejetait leurs crimes sur ma tête innocente. Tu étais provoqué par ton âme sanguinaire, qui ne rêve à jamais que de boucherie. N'as-tu pas tué ce roi? Je vous l'accorde. Tu me l'accordes, porc-épic? Que Dieu m'accorde donc aussi ta condamnation pour ce forfait. Il était affable, doux et vertueux. D'autant plus digne du roi du ciel qu'il a. Il est dans le ciel où tu n'iras jamais. Il me remercie de l'avoir aidé à l'y envoyer, car sa place était plutôt là que sur terre. C'est en enfer seulement qu'elle la tienne. J'ai une place ailleurs, si vous me permettez de l'indiquer, madame. Quelque donjon? Non, votre chambre à coucher. L'insomnie habite la chambre où tu couches. Mais y habitera, madame, jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère bien. Oh, mais je le sais bien, gentille Diane. Voyons, faisons trêve à cette joute piquante de nos esprits et revenons un peu à une méthode plus calme. La cause de la mort prématurée de ces Plantagenets, Henri et Édouard, n'est-elle pas aussi blâmable que l'instrument? Tu es la cause qui a provoqué l'effet maudit. Non! C'est votre beauté qui a été la cause. Votre beauté qui m'a hanté dans mon sommeil et qui me ferait entreprendre le meurtre du monde entier pour pouvoir vivre une heure sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je le déclare homicide, que ses ongles arracheraient cette beauté à mes joues. Je ne supporterai pas que votre beauté se ternisse. Non. Vous ne la flétririez pas si j'étais là. Elle m'habite comme le soleil anime l'univers. Elle est mon jour, ma vie. Qu'une nuit noire assombrisse ton jour, et la mort ta vie. Ne te maudis pas toi-même, belle créature, tu es l'un et l'autre. Je le voudrais pour me venger de toi. Lutte contre nature, te venger de qui t'aime. Lutte juste et raisonnable, me venger de qui a tué mon mari. Celui qui t'a privé, madame, de ton mari, l'a fait pour t'en procurer un meilleur. Un meilleur? Il n'en existe pas sur la terre. Il en est un qui vous aime plus qu'il ne vous aimait. Nomme-le. Plantagenet. Et c'était lui. Non, c'en est un du même nom, mais d'une nature meilleure. Où est-il? Ici. Pourquoi? Craches-tu sur moi, hein? Je voudrais que ce fût pour toi du poison mortel. Jamais poison n'est venu de si doux endroit. Jamais poison ne dégoûta sur un pluie de crapaud. Hors de ma vue, tu blesses mes yeux. Tes yeux, belle dame, ont blessé les miens. Que ne sont-ils des basiliques pour te frapper à mort? Je le voudrais, afin de mourir tout d'un coup, car maintenant, il me tue d'une mort vivifiante. Tes yeux ont terni les miens, de leurs enfontaines ondées. Jamais je n'avais versé une larme de pitié. Pas même lorsque mon père York et Édouard sanglotaient en entendant les cris douloureux de Rutland frappés à coups d'épée par le noir Clifford. Pas même lorsque ton vaillant père racontait, comme un enfant, le triste récit de la mort de mon père, s'interrompant 20 fois pour soupirer et gémir, et que tous les auditeurs avaient les joues mouillées, comme des arbres inondés de pluie. À ces tristes moments, mon cœur viril refoulait une humble larme. Eh bien, ce que ces douleurs n'ont pu faire, madame, ta beauté l'a faite. Elle m'a inondé de pleurs. Jamais je n'avais supplié ami ni ennemi. Jamais ma langue n'avait pu apprendre un doux mot caressant. Mais maintenant, ta beauté est le domaine que je souhaite. Mon cœur si fier
sollicite et presse ma bouche de parler. Non, n'enseigne pas un tel dédain à ta lèvre, car elle a été faite pour le baiser, madame, et non pour le mépris. Si ton cœur rancuneux ne peut pardonner, tiens, je te prête cette épée effilée. Si tu veux la plonger dans cette poitrine loyale et en faire partir l'âme qui t'adore, j'offre mon sein nu au coup mortel et je te demande la mort humblement à genoux. Allons, dépêche-toi, car c'est moi qui ai tué le roi Henri, mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Allons, ne t'arrête pas, c'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard, mais c'est ta face divine qui m'y a poussé. Relève cette épée, ou relève-moi. Debout, hypocrite. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors dis-moi de me tuer moi-même. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta colère, dans ta fureur. Répète-le-moi encore. Et aussitôt, cette main qui par amour pour toi a tué ton amant, tuera par amour pour toi un plus tendre amant. Tu seras complice de ce double meurtre. Que je voudrais connaître ton cœur. Il est représenté par ma langue. L'un et l'autre sont faux. Alors jamais homme n'a été vrai. Allons, remettez votre épée. Dites donc que la paix est faite. Vous le saurez plus tard. Mais puis-je vivre dans l'espérance, madame? Tous les amis vivent, j'espère. Daignez porter cet anneau, madame. Prendre n'est pas donner. Vois comme cet anneau enlace ton doigt. Ainsi, ton sein renferme mon pauvre cœur. Garde-les tous deux, car tous deux sont à toi. Maintenant, si ton dévoué malheureux serviteur peut encore implorer une faveur de ta gracieuse bonté, tu assures son bonheur à jamais. Quelle est cette faveur? Qu'il vous plaise de laisser cette tâche funèbre à celui qui a plus que vous besoin. Et de vous rendre à Crosby Place. Là, après avoir enterré solennellement ce noble roi au monastère de Cherchez et arrosé de mes larmes de repentir son tombeau, j'irai vous rendre mes plus humbles devoirs, mais pour diverses raisons secrètes, je vous en supplie, accordez-moi cette grâce. De tout mon cœur, je suis bien joyeuse de vous voir devenu si pénitent. Tressel, et vous, Berkeley, venez avec moi. Dites-moi adieu. C'est plus que vous ne méritez. Mais, puisque vous m'apprenez à vous leurrer, figurez-vous que je vous ai dit adieu déjà. A-t-on jamais courtisé une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Je l'aurais, mais je ne la garderai pas longtemps. Non. Comment, moi qui ai tué son mari et son père, la prendre ainsi au plus fort de son horreur, quand elle a la malédiction à la bouche, les pleurs dans les yeux, et près d'elle, le sanglant témoin à décharge de sa haine? Avoir contre moi Dieu, sa conscience, ce funèbre obstacle, et pour moi, comme soutien de ma cause, rien que le diable et d'hypocrites regards, et néanmoins, la gagner. Oh, tout un monde pour rien. Oh, mais a-t-elle oublié déjà ce brave prince Édouard, son seigneur, qu'il y a 3 mois, j'ai, dans une boutade furieuse, poignardé à Tewkesbury? Le gentilhomme le plus doux et le plus aimable, formé des prodigalités de la nature, jeune, vaillant, sage, à coup sûr vraiment royal.
Le vaste univers n'en pourrait pas produire un pareil. Et pourtant, elle consent à abaisser ses regards sur moi, qui ai moissonné le printemps doré de ce jeune prince, et qui l'ai faite veuve pour un lit de douleur. Sur moi, qui ne vaut pas la moitié d'un aigroir. Sur moi qui boite et qui suis difforme, comme vous voyez. Je gagerai mon duché contre le denier d'un mendiant que je me suis mépris jusqu'ici sur ma personne. Mais sur la vie, elle trouve en moi ce que je ne puis trouver, un homme merveilleusement agréable. Je veux faire la dépense d'un miroir et entretenir une vingtaine ou deux de tailleurs afin d'étudier les modes qui pareront mon corps. Et puisque je me suis insinué comme ça dans mes propres faveurs, je ferai quelques petits frais pour m'y maintenir. Oui. Mais d'abord, fourrons le camarade là-bas dans son tombeau et revenons gémir près de nos amours. En attendant que j'achète un miroir, resplendis, beau soleil, que je puisse voir mon ombre en marchant. Twinkle, twinkle, little star, why wonder what you are? Twinkle, twinkle, little star, let me follow my sweetheart. Yabaraya, yabara, yabara. Père a reçu une brigade. Il a quitté Moscou avec nous il y a 11 ans. Et je m'en souviens parfaitement. Au début du mois de mai, à cette époque de l'année, à Moscou, tout est déjà en fleurs, et tiède, et inondé de soleil. Cela remonte à 11 ans, et je revois tout là-bas, comme si c'était hier que nous étions partis. Oh mon Dieu, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette masse de lumière, j'ai vu le printemps. La joie s'est mise à tressaillir au fond de mon âme. Avec passion, j'ai voulu retrouver notre patrie. Ne siffle pas, machin. Mais comment peux-tu? À force de travailler au lycée tous les jours et de donner des leçons jusqu'au soir, j'ai tout le temps mal à la tête. Et je me dis que c'est comme si j'avais déjà vieilli. C'est vrai. Depuis 4 ans que je travaille au lycée, je sens sortir de moi chaque jour, comme goutte à goutte, mes forces et ma jeunesse. Il n'y a qu'un seul rêve qui grandit, qui s'impose. Vendre la maison et vite, vite partir à Moscou!
applaudit. Yes. La mise en scène, Alexandre Un très grand merci à tous les profs du studio théâtre. J'ai aperçu Mercedes Bravant, là-bas. J'ai aperçu mon ami depuis bientôt 30 ans, Daniel Oliguer, bien sûr. Notre ami Fabio Bergamaschi, bien entendu, qui est là-bas. Et Alexandre Diakov, donc pour le chant aussi. Je remercie de vous avoir vus si nombreux et je voulais aussi remercier un très grand ami à moi que je ne le connais pas depuis très longtemps, mais une très grande amitié pour laquelle en tout cas moi je suis lié. Un très grand metteur en scène, M. Jean-Pierre Raffaelli, qui vient spécialement de Marseille pour venir nous entendre et nous voir. Et bien entendu, je crois avoir oublié Madame Magali Fouchot pour l'improvisation. Passez une très belle soirée et merci à vous pour le travail que vous avez fait et pour m'avoir supporté pendant quelques temps. Merci.